C'est le projet de tous les superlatifs, le corridor biocéanique doit relier pour la première fois toute l'Amérique du Sud et créer une ligne de communication entre la côte est et la côte ouest. Beaucoup parlent déjà d'une alternative au canal de Panama et les pays d'Amérique du Sud souhaitent ainsi se hisser dans le cercle sélect des plus grandes puissances économiques. Et c'est aussi un projet dans lequel les différents acteurs géopolitiques sont impliqués. Non seulement la Chine a investi généreusement dès le début, mais l'Allemagne est également impliquée dans le projet. Alors, qu'est-ce que ce méga-projet? Comment pourrait-il changer l'ensemble du commerce mondial et quand pourrait-il être achevé? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. À l'ère de la mondialisation, la connexion entre les continents joue un rôle de plus en plus important dans l'économie et le transport. Nous le voyons particulièrement bien en Europe, où l'Allemagne, en tant que nation exportatrice, profite des voies de transport très rapides. L'Amérique du Sud veut elle aussi s'ouvrir davantage au commerce mondial, en renforçant d'abord le commerce intracontinental. Mais l'Amérique du Sud a une situation de départ très différente de celle de l'Europe, notamment en raison de la taille du continent. L'UE, le principal centre commercial de l'Europe, a une superficie d'environ 4 millions de kilomètres carrés. Si l'on ajoute tous les pays européens, y compris la partie européenne de la Russie, on obtient une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés. En revanche, si l'on regarde l'Amérique du Sud, le continent couvre plus de 17 millions de kilomètres carrés, soit presque le double de l'Europe et plus de 4 fois l'UE. Par conséquent, les voies de transport sont longues. De plus, le terrain en Amérique du Sud est nettement moins adapté à l'échange de marchandises. Il y a d'abord l'immense territoire de l'Amazonie, qui est à peine développé et où il n'y a pas de grandes voies de passage. Mais l'immense chaîne des Andes, qui sépare la côte ouest de l'Est, complique également le commerce intérieur sud-américain. Le projet de corridor biocéanique est donc d'autant plus impressionnant, un projet d'infrastructure de taille monumentale qui vise à surmonter ces barrières et à créer une route commerciale efficace entre la côte atlantique et la côte pacifique. Mais comment le projet a-t-il été mis à l'ordre du jour? Le Pérou a fait une première tentative en l'an 2008 avec l'idée de construire une ligne de chemin de fer vers le Brésil. La Bolivie a également fait avancer la réflexion en proposant une ligne ferroviaire entre l'Atlantique et le Pacifique lors de la visite du président chinois Xi Jinping en l'an 2013. La Chine se voyait très ouverte aux investissements dans le cadre de son initiative de la route de la soie et laissait entrevoir un financement partiel. En effet, la Chine commençait à lier plus étroitement les pays du Sud mondial, en particulier l'Afrique et l'Amérique du Sud, par des projets d'infrastructure. Avec la perspective d'un soutien financier de la Chine, des études de faisabilité ont rapidement commencé en Amérique du Sud. Elles ont été menées principalement par des entreprises boliviennes avec le soutien de quelques entreprises européennes. Après la réalisation de différentes expertises, le projet a été officiellement approuvé en l'an 2015. Le 21 décembre de l'année 2015, les gouvernements du Brésil, du Chili, de l'Argentine et du Paraguay ont signé la déclaration d'Asunción, un point de départ pour le projet de transport. Dans ce premier accord, les 4 pays se sont mis d'accord pour développer de grandes infrastructures transnationales, c'est-à-dire des routes, des ponts, des chemins de fer et des tunnels, tout en coordonnant des mesures pour faciliter le transport de personnes et de marchandises. Plus tard, la Bolivie et le Pérou ont également participé. Le Brésil a également signé un contrat ferme avec la Chine pour la mise en œuvre et l'appel d'offres pour les différentes sections a commencé immédiatement. L'Allemagne a également participé généreusement au projet. Non seulement le gouvernement a investi, mais une communauté d'intérêt germano-suisse s'est également formée, composée de différentes entreprises qui cherchent à obtenir des commandes du projet pour l'industrie ferroviaire de ces pays. En l'an 2000, l'Allemagne et la Suisse ont également signé un protocole d'accord avec la Bolivie, dans lequel des entreprises comme Siemens participent à ce que l'on appelle le canal de Panama du siècle actuel. Mais à quoi ressemble le projet en détail? En principe, il s'agit d'une ligne de chemin de fer de près de 4000 km de l'Atlantique au Pacifique, mais le point de départ et le point d'arrivée ont toujours fait l'objet de discussions. Au début, les partenaires du projet voulaient contourner la Bolivie par le nord en raison de différents. Mais à cause de la pression politique de la Bolivie et de l'impact écologique de la construction sur l'Amazonie brésilienne et péruvienne, ils ont renoncé à cette idée. La Bolivie fait désormais partie intégrante du projet, surtout parce que la route et les coûts peuvent être considérablement réduits. Voici donc l'itinéraire prévu actuellement. En partant de la ville portuaire brésilienne de Santos, la ligne devrait traverser les plaines tropicales de Bolivie et atteindre le port du Pacifique d'Ilo au Pérou en passant par les Andes de plus de 4000 mètres. Mais il est également prévu de construire des bras de ligne vers les pays voisins comme le Paraguay, le Chili ou l'Argentine. Entre-temps, le projet ne se limite plus à l'aspect commercial, mais vise également à renforcer le tourisme dans toute la région. Il ne s'agit pas seulement de faciliter les vacances dans les pays voisins, mais aussi d'attirer des touristes du monde entier.
Les études menées jusqu'à présent sur les effets possibles sur les marchés voisins ont donné des résultats prometteurs, tant du point de vue économique que touristique. Car en plus de faciliter le transport de l'Atlantique vers le Pacifique et vice-versa, le corridor pourrait aussi créer quelques chaînes de valeur importantes entre ces 4 pays. Il s'agit en particulier de l'exploitation lucrative du lithium pour les voitures électriques, dont l'UE est très friande. Mais quels sont les objectifs exacts de chaque pays? Le Pérou veut avant tout se positionner comme une importante plaque tournante pour les exportations et les importations d'Asie. Actuellement, ce commerce passe principalement par les ports chiliens, mais en intégrant le corridor, il pourrait prendre la place du Chili. Il pourrait également être mieux relié à l'Union européenne. Le Brésil, d'autre part, a déjà une bonne connexion avec l'Europe, mais souhaite surtout renforcer le commerce avec les marchés asiatiques en plein essor, comme la Chine, l'Inde et le Japon. Et la Bolivie se trouve dans une situation géographique et économique difficile en raison de son manque d'accès à la mer. Pendant longtemps, le pays a donc été isolé des flux de marchandises internationaux. Elle a même menacé le Chili de guerre pour récupérer la province du Pacifique qu'elle avait perdue. Mais avec le nouveau corridor biocéanique, la Bolivie aurait à nouveau accès à la mer et elle espère un essor économique. En effet, grâce à l'infrastructure moderne, le pays pourrait également être mieux connecté à l'intérieur. Nous voyons donc les grands avantages que ce projet apporterait au pays et il n'est donc pas étonnant que le chemin de fer transcontinental soit désormais comparé au canal de Panama en termes d'importance. Pour transporter des marchandises du Brésil au Pérou, il faut actuellement soit 25 jours de navigation pour passer le Cap Horn, soit 16 jours de navigation pour traverser le canal de Panama. Mais grâce au corridor biocéanique, le transport pourrait être réduit à seulement 4 jours. Et il pourrait également jouer un rôle important dans l'échange de marchandises entre l'Europe et la Chine. Mais malgré l'euphorie, comment le projet avance-t-il actuellement? Tout d'abord, la construction des premiers tronçons a commencé à partir de l'année 2017 et certains ponts, tunnels et sections ont déjà été achevés. Mais les travaux de construction ont été interrompus, en particulier par l'élection de Bolsonaro à la présidence brésilienne, qui semblait s'opposer au Pérou et à la Bolivie. Et la pandémie a également interrompu la mise en œuvre pendant une longue période. Les coûts se sont également avérés bien plus élevés qu'initialement prévu et une méfiance croissante envers la Chine en tant que prêteur s'est installée. Ainsi, sous Bolsonaro, le Brésil s'est de nouveau concentré sur l'itinéraire alternatif initial, qui devait passer par le Paraguay, l'Argentine et le Chili. On travaille donc actuellement en parallèle sur 2 corridors qui sont en partie en concurrence directe l'un avec l'autre. Le Brésil en profiterait dans les 2 cas, mais la Bolivie et le Pérou sont maintenant en concurrence directe avec le Paraguay, l'Argentine et le Chili. Nous ne saurons donc pas exactement où le corridor passera à l'avenir avant des années. À l'origine, le projet devait être terminé pour l'an 2025, le bicentenaire de l'indépendance de la Bolivie, mais il est déjà certain qu'il sera retardé de quelques années. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois achevé, il serait une incroyable bénédiction pour l'économie sud-américaine et le commerce mondial.